Badass gang, on se sait, body buddies, badass gang. Hello tout le monde et bienvenue dans le Badass Gang. Je suis contente de vous retrouver pour ce 3e épisode où aujourd'hui on a une invitée qui s'appelle Tony et en plus de ça, on enregistre depuis, attention, Barcelone parce que nous, on se fout pas de votre gueule. Coucou Tony, ça va ? Hello, ça va, et toi? Ça va très bien, merci. En forme ? Toujours. Prête pour le sujet I'm d'aujourd'hui ? so ready. Super. Alors aujourd'hui, Tony, je vous rappelle quand même un petit peu le principe. Donc Tony, elle va nous parler d'un événement de sa vie où il y a eu un réel moment de bascule, où il y a eu une vraie remise en question et une vraie transformation dans sa façon de voir qui elle était, comment elle voyait aussi le monde, les relations, etc. Alors Tony, avant qu'on plonge dans le cœur de cette histoire, que moi je connais déjà, présente-toi s'il te plaît. Alors, donc moi c'est Tony, je suis entrepreneur, j'ai travaillé dans différents domaines, donc allant de tout ce qui est wellness à la seconde main de luxe. J'ai toujours eu une grande appétence, pour créer des projets qui avaient vraiment du sens et un impact positif sur le monde. J'ai toujours eu vraiment une grande curiosité, un désir de compréhension, un goût pour l'aventure aussi. Et j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui était conventionnel. Donc, j'ai dû un petit peu créer ma propre voie pour que je puisse m'épanouir. J'ai aussi énormément voyagé. Donc là, je suis environ à 40 pays dans ma vie, dont 30 qui étaient ces dernières années. Donc, ça a été vraiment la fast life pendant un moment. Et ça m'a énormément appris sur différentes cultures, perspectives et façons de voir la vie aussi. Et ça a été aussi un énorme choc culturel par moment, de voir aussi la misère et les conditions de vie de certaines personnes à l'autre bout du monde. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ça a vraiment créé un sentiment de gratitude en moi, mais aussi de tolérance, parce qu'en fait on se rend compte que chaque personne est tellement différente et on a toutes et tous des histoires qui convergent et divergent dans tellement de façons. Et je pense qu'en tant qu'Européens aussi, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir eu accès à toutes les infrastructures, les systèmes présents, bien que parfois défaillants, parce que il y a beaucoup de défaillances dans les systèmes. Mais donc ça c'est un petit peu pour mon histoire. Et aujourd'hui, je suis dans une démarche pour acheter une entreprise aux États-Unis et potentiellement déménager là-bas d'ici quelques mois, pour développer mon leadership et ma fibre entrepreneuriale. Et donc ça c'est vraiment une nouvelle aventure qui va commencer pour moi. Ouais, grande aventure effectivement qui se met en place. Donc peut-être que tu reviendras dans ce podcast parce qu'il y aura peut-être de nouveaux moments de bascule avec cette entreprise. Probablement. Super, merci pour cette présentation. Comme ça nous met un petit peu de contexte. Donc vous l'aurez compris, on est aujourd'hui en face, encore une fois, d'un esprit brillant et de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, les bonnes questions. Alors Tony, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment qui a été vraiment un déclic pour moi, que j'ai vécu assez jeune, donc de mes 18 à mes 19 ans. Ça a été vraiment le point culminant, je dirais, d'une relation qui a été très toxique, où je vivais vraiment dans une manipulation psychologique constante. Et j'étais vraiment en souffrance existentielle et ça a fini par très mal tourner. Ok, je vois. Donc, avant que tu n'entres dans cette relation, c'était qui la Tony avant que vraiment lui te mette le grappin comme ça dessus ? Alors, comme j'ai dit, j'étais très jeune, j'avais 18 ans à l'époque, donc j'étais très fragile, très renfermée, comme Aude a mentionné, je me posais beaucoup de questions. Donc très cérébrale et j'avais pas confiance en moi, mais j'avais toujours cette grande joie de vivre et une grande exaltation de la vie.
Et donc voilà, après ça, donc je venais de quitter la fac en France pour retourner au Luxembourg et y travailler. Mmh. Et en fait, mon but avec ça, c'était de faire le tour du monde après avoir travaillé au Luxembourg pendant une saison. Et donc sur mon lieu de travail, donc j'ai rencontré cet homme et voilà, au départ c'était une relation dont je ne voulais pas parce que voilà, il était bien plus âgé que moi, il en avait 35 à l'époque, mais il y avait quand même cette envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Et bon, au début, c'était vraiment les feux d'artifice parce que voilà, c'était quelqu'un de très intense et ça m'a beaucoup attirée, bien que voilà, au début, je me posais quand même des questions, bon, de par la différence d'âge, mais aussi parce que voilà, c'était quelqu'un de très colérique. Mais voilà, donc j'ai voulu essayer et j'avais aussi envie de me sentir adulte. Donc voilà, en tant que jeune femme, j'avais aussi cette envie-là de rentrer dans un nouveau stade de ma vie. Voilà, il avait une vie assez rangée et tout ça, donc ça m'avait énormément attirée. Ouais, donc quand on prend un peu de recul maintenant, la vitrine était plutôt sympa. Donc en plus, parce que comme je disais, moi je connais l'histoire, il t'a laissé penser qu'il gagnait très très bien sa vie. Voilà. Donc il y avait quand même aussi ça qui paraissait donner un aspect relativement sérieux. Et puis quand même, il t'a tourné autour pendant 1 an. Il était. Oui, c'est vrai que avant ça, donc voilà, il était pendant 1 an à m'envoyer des messages, etc. Et c'est vrai que je pense que j'ai aussi un petit peu pris goût à se sentir désirée, à tout ça. Et oui, comme Aude vient de dire, voilà, la vitrine était plutôt belle. Voilà, il avait une maison, une belle voiture, tout ça. Donc c'était aussi ce sentiment de sécurité où je me suis dit bon ben voilà, c'est le moment de peut-être construire quelque chose avec un homme. Ouais, bah oui, c'est vrai que il donnait beaucoup de feu vert sur les premiers abords. Donc tu dis à un moment donné, voilà, tu t'es quand même rendu compte qu'il y avait quand même un certain état colérique de cet homme. À bout de combien de temps tu t'en es rendu compte? Alors disons que j'ai emménagé chez lui très rapidement, donc après 3 semaines de relation. Donc à l'époque, j'habitais aussi chez ma mère, donc il y avait aussi ce sentiment et cette envie de sortir du foyer, d'indépendance. d'indépendance, tout ça. Et donc voilà, on a emménagé ensemble après 3 semaines de relation et voilà, je me suis très vite rendu compte que quelque chose tournait pas rond. Il devenait très colérique, il retournait les situations, vraiment me manipuler au point où je savais plus différencier le vrai du faux, plus savoir ce que j'avais réellement dit en fait. Donc je me retrouvais vraiment dans une situation où c'était vraiment très compliqué mentalement à gérer tout ça et puis des crises de jalousie extrême. Donc très vite aussi j'ai commencé à couper les ponts en fait avec les gens autour de moi et à me retrouver en fait dans une prison un peu dorée parce qu'au début voilà, c'était on avait des très beaux moments, il y avait des hauts et des bas, mais voilà, on allait au restaurant, des choses que avant je n'avais pas forcément accès à, voilà, quand même une très belle vie de l'extérieur. Et donc voilà, au fil du temps, j'ai commencé à m'habiller différemment pour pas avoir à m'expliquer, plus prendre soin de moi parce que ben j'avais plus forcément la force mentale aussi parce qu'à ce moment-là, je travaillais. Donc voilà, j'ai commencé en fait à m'effacer petit à petit pour justement pas créer de vagues, pour essayer d'apaiser, de pas trigger. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me rends vraiment compte à quel point j'étais vraiment dissociée de moi-même, de mes envies, de mon corps aussi, parce que j'étais tout le temps dans un sentiment en fait d'hypervigilance où je devais m'expliquer pour tous mes faits et gestes. Et c'est vrai que c'était très très difficile, surtout avec du recul, de se rendre compte à quel point l'emprise mentale était forte. Elle était puissante, ouais, parce que là, quand même, au bout de 3 semaines, vous emménagez ensemble, tu commences à voir émerger les comportements problématiques, la colère. Tu penses que c'est
C'est cette colère et un peu explosive et imprévisible qui t'a verrouillé dans une certaine peur où tu t'es pas dit, même 1 mois et demi après, donc au bout de 2-3 mois de relation, je me casse, quoi. Mhm. Oui, en fait, très rapidement, j'ai su que c'était problématique. Ma famille, mes amis, tout le monde autour de moi, en fait, me disait, mais En Tony, plus, ouais. qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois pas? Et je voyais, en fait, ce qui se déroulait devant moi, mais j'avais pas la force ou pas le recul, en fait, de dire, je pars. Et au niveau de la colère, c'est vrai que moi, la colère, c'est une émotion qui a toujours été très difficile pour moi à accepter. Et oui, donc ça a vraiment soulevé beaucoup de peur en moi. Mmh. Et du coup, j'avais forcément peur de lui, peur de ses réactions, Ouais. peur de si je pars, qu'est-ce qui va se Qu'est-ce qu'il va passer? faire, ouais. Donc voilà, j'avais vraiment ce sentiment où j'étais bloquée dans quelque chose où je n'arrivais pas à m'en sortir, en fait. Ouais, je comprends. Bah, surtout quand on est jeune comme ça. Et d'ailleurs, s'il y a des baddies qui nous écoutent et qui sont dans des situations complexes où elles ont du mal, où elles voient aussi. Elles ont une certaine forme de lucidité, mais il y a quelque chose qui empêche de partir, etc. Demandez de l'aide à vos proches, demandez de l'aide peut-être à des médecins, des psychologues, etc. Mais demandez de l'aide parce que vous allez voir, on va continuer à dérouler l'histoire, mais ça peut aller loin et si on n'en sort pas, ça peut être grave. Et puis, je rappelle quand même qu'il y a 3 femmes qui meurent, une femme, pardon, qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Donc vraiment, soyez prudentes, faites attention à vous. Mais ouais, 18 ans du coup, on est des bébés, on est toutes jeunes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un mec de 35 ans, c'est ça? 35 ans, ouais. Qu'est-ce qu'un mec de 35 berges s'intéresse à une jeunette de 18 ans? Ouais. Oui, moi, je pense que voilà, à cette époque-là, il a vraiment vu une opportunité parce que lui, il est grand manipulateur et voilà, il a vu une opportunité pour me prendre sous son aile et pouvoir me manipuler dans tous les sens du terme. Et voilà. Et par exemple, on a rompu plusieurs fois et voilà, c'était toujours revenir en s'excusant. Et moi, je pardonnais. Et voilà, c'était comme si j'étais vraiment reliée à ce fil invisible qui ne me permettait jamais de partir complètement, en fait. Ah, ça, j'ai déjà des personnes que je suis qui me parlaient des fois d'un fil invisible, mais comme s'il y avait une matérialité où Oui. on n'arrive pas. Et on le coupe et il revient. Et on le coupe et il revient. Et c'est insupportable parce qu'on se dit, mais putain, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qui, en moi, fait que j'arrive pas à passer ce pas alors que je sais que là, je vais pas bien. C'est difficile, hein, vraiment. Ouais, très difficile, ouais. Oui, surtout quand on est en plein dedans et qu'il y a la peur aussi, parce que la peur, c'est une émotion qui est vraiment paralysante. Et chaque jour, en fait, je me disais, mais comment, par quelle manière et quelle façon je vais réussir, en fait, à me sortir de là? Parce que je savais que ça allait mal tourner un jour, qu'il allait se passer quelque chose, mais c'était impossible pour moi. Et j'ai entendu énormément de femmes pour qui ça a été très très compliqué de couper, en fait. Ouais. En fait, pour nous toutes, hein, parce que moi aussi, relation traumatique, quasiment toutes les femmes que j'accompagne, relation traumatique, et pour absolument toutes, c'était ultra difficile de couper, et il a fallu quelque chose de relativement grave, et on y viendra après, mais ouais, et pour revenir quand même sur les âges comme ça, parce que moi avec mon ex-mari j'avais aussi 7 ans de différence, c'est vrai qu'avec beaucoup de recul aujourd'hui je me dis, hello, j'interromps un instant ton écoute pour te rappeler de liker, de partager et de commenter parce qu'on a besoin de toi. Et oui, c'est la communauté qui va faire qu'on va pouvoir donner la parole aux femmes comme toi, aux femmes comme elles, aux femmes comme nous. Et pour ça, on a besoin que tu nous soutiennes, donc n'oublie pas, liker, partager et commenter. Allez, je te laisse pour la suite. Bonne écoute! Une femme plus mature, qui a un peu plus d'expérience, etc., très certainement ressent un truc chez ce genre de type où c'est red flag, tu vois. Ouais. C'est facile chez les petites jeunes. Ouais, absolument. Oui, parce qu'on n'est pas complètement formé, on n'a pas le recul, on n'a pas
Les expériences et surtout à cet âge-là, voilà, à 18 ans, on a eu très peu de relations amoureuses et donc notre niveau de compréhension est très différent de voilà une femme de fin dans la vingtaine ou dans la trentaine. Donc Ouais, mais voilà. même déjà passé 25 ans, t'en as vu quelques-unes et puis tu sais déjà un petit peu mieux et tout. Donc effectivement, ouais. Donc ouais, des petits bébés, nous étions, et je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent là-dedans, qui ont été attrapés au berceau comme ça, 15, 16, 17, 18 ans. Toi, ça va encore, t'étais majeur. Moi, je l'étais pas. Ok. Donc, cette relation, donc, elle était effectivement très complexe, surtout parce que, comme tu dis, c'était une relation intense et qu'en en un an, ça a été très vite. Il a très, très, très vite monté les marches, finalement. Oui. Beaucoup de gaslighting, moi j'ai vu quelques séries de messages, et en quelques minutes, il te disait tout et son contraire, des violences passives en permanence comme ça, et moi je sais même pas comment t'as pas fait pour perdre la boule avant, quoi, parce que c'était ultra violent Ah ce oui, qu'il mais faisait. je perdais la boule. Comme je dis, j'étais en fait dans une situation constamment en train de me remettre en question. Donc même moi, je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit? Et en fait, je ne savais même plus de ce que je disais en fait, parce qu'il me retournait tellement le cerveau que j'étais perdue dans mes propres pensées. Ouais, et peut-être que, tu sais, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du bon mot ou du mot parfait, quelque chose comme ça, où justement les gens qui ont été soumis à ce genre de manipulation psychologique, donc gaslighting, je te dis tout et son contraire, je te dis un coup que c'est rouge et en fait mais non, je t'ai dit que c'était noir, tu racontes n'importe quoi, ou alors mais non, que lui te dit tu ne m'as pas expliqué ça comme ça, ce que tu m'as dit c'est ça ça ça, et ben les gens qui ont été confrontés à ça, ils ont une espèce d'obsession à vouloir utiliser exactement les bons mots. Parce que justement, ils ont tellement peur de pas être compris parce qu'on leur a fait comprendre à chaque fois que c'est eux qui étaient pas clairs. Et oui. Ça te dit quelque chose? Ah T'as oui, ressenti oui, ça, toi? totalement. Donc voilà, je marchais vraiment sur des œufs à chaque fois. Et puis, comme tu dis, voilà, le mot parfait, essayer vraiment de trouver. Donc au final, en fait, je ne m'exprimais plus de la façon dont je voulais, en fait, parce que chaque mot était vraiment millimétré, où je devais y réfléchir à maintes fois pour vraiment sortir, comme tu dis, le bon mot, pour pas que ça le trigger, voilà, parce que j'étais constamment en alerte, en fait. Ouais, vraiment difficile. En plus de ça, la situation, elle était assez étrange parce qu'il s'est retrouvé au chômage, que toi, t'allais bosser, Oui, tu oui, oui. rentrais et t'avais de nouveau une Voilà, deuxième vie donc qui t'attendait à la maison qui était pas terrible, hein. c'est ça. Et puis en tant que femme aussi, voilà, on a toujours beaucoup de pression sur, voilà, il faut s'occuper de son homme, il faut faire ci, il faut faire Ouais. ça. Et surtout, voilà, là, les rôles étaient complètement, en fait, j'avais tout sur le dos, donc j'allais travailler. Voilà, financièrement aussi, au début, bon, je pensais qu'il avait une bonne situation et tout ça, ça s'est avéré complètement faux parce que au final, c'est moi qui prenais en charge les dépenses, etc. Donc même financièrement, voilà, il y a eu une grosse pression de ce côté-là parce que voilà, lui, il était au chômage, moi, j'allais travailler. Et donc voilà, en revenant du travail, fatiguée, voilà, je devais faire toutes les corvées, etc. Alors qu'il avait toute la journée forcément Incroyable. pour le faire. Donc voilà, c'était jamais assez bien. Donc voilà, pour vous dire un peu la violence des choses. Il m'a déjà plusieurs fois mis des repas que j'avais préparés à la poubelle. Enfin, c'était vraiment donc ce sentiment de devoir toujours performer aussi. Ouais, en évaluation constante, en fait. Constante. Ok, c'est quoi la note que je vais recevoir et la punition, le cas échéant, si Exactement. jamais c'est pas bien fait, c'est pas assez, etc. Ouais, vraiment, vraiment complexe. Alors, qu'est-ce qui a commencé à, à devenir un point de bascule, ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Parce que je sais que tu as su très très vite, donc tu nous le disais que c'était pas quelqu'un pour toi et que tu t'allais pas vouloir continuer. Pour autant, t'arrivais pas à trouver ce moment où ça y est, tu vas le quitter. En plus de ça, il t'avait coupé de tes proches. Oui, j'avais plus de contact avec mes amis ni ma famille en fait, donc j'étais seulement Isolée. dans ces cercles complètement isolés.
Et donc voilà, après le moment où vraiment tout a vacillé, parce que c'est allé un peu crescendo, bien que les violences psychologiques, etc., étaient là depuis le début. En fait, c'était dès le début très intense. Il n'y a pas vraiment eu une ascension délicate. Ça a été vraiment très intense dès le début. Très comprimé, ouais, en un an, comme ça. Très très comprimé, oui. Donc voilà. Après, durant le Covid, donc 2020, Oui. voilà, c'était une période aussi assez compliquée pour tout le monde, parce que on était isolés. C'est clair. Donc il y a aussi beaucoup de femmes qui ont vécu justement des violences physiques à ce moment-là aussi, parce que voilà, passer 24 heures sur 24 ensemble, 100%. confinés, il y a vraiment eu les violences physiques ont vraiment été catapultées. Donc voilà, et ça c'était mon cas aussi, où voilà, un soir, il a complètement perdu la tête, et voilà, j'ai concrètement cru que j'allais mourir ce soir-là. Et voilà, c'était la première fois où j'ai reçu des coups. Et bon, je vais pas raconter toute l'histoire, parce que voilà, c'était un événement qui a duré plusieurs heures, vraiment de peur intense, parce qu'en fait je n'arrivais pas à sortir de la maison, parce que voilà, il me bloquait la sortie. Et donc voilà, au bout d'un moment, ça a commencé à devenir de pire en pire, où voilà, il m'a menacé avec un couteau de cuisine, avec un extincteur aussi. Et voilà, quand quelqu'un te regarde vraiment droit dans les yeux et te dit qu'il va te tuer, c'est un sentiment que j'ai jamais vécu. C'est vraiment, ça fait très peur, parce que voilà, on est confronté devant la mort en fait. Et je pense que ça c'est la plus grande peur aussi que beaucoup d'êtres humains ont. C'est vrai. Et voilà, c'est vraiment une sensation qui est inexplicable. Et avant de l'avoir vécu, voilà, je pensais pas qu'il y ait en fait un impact aussi intense sur d'un point de vue biologique, physiologique, et vraiment la réaction du corps, ou voilà, un sentiment en fait où je me suis dit voilà, c'est fini pour moi, ça y est, sidération. Sidération. Ouais, d'autant plus que t'avais des raisons de penser qu'il était capable. Oui. Parce que pareil, on rentrera peut-être pas dans les détails aujourd'hui, mais il y a eu des scènes où il a été relativement violent envers d'autres personnes. Donc, en fait, c'était pas juste, il y avait eu d'abord des violences psychologiques et puis des cris. C'était que il était déjà passé à l'acte de porter préjudice physiquement à quelqu'un d'autre. Donc là, sa menace, elle devenait tout de suite extrêmement réelle, c'est ça, exactement, légitime presque. Ouais. Donc, encore plus, c'est vraiment, ok, là, je sais vraiment pas ce qui va se passer, est-ce que je vais m'en sortir vivante ou pas. Et effectivement, on sait de toute façon que ces situations de traumatisme extrême, en plus, effectivement, ça a duré plusieurs heures, avant que tu puisses vraiment appeler quelqu'un et qu'on puisse te porter secours. C'est ce que vivent simplement les soldats sur conflit armé. Donc c'est extrêmement complexe et ça crée, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître du stress post-traumatique. Et t'en as eu du stress post-traumatique. Oui, donc oui, après ce moment-là, donc j'ai réussi à m'enfuir en fait de la maison. Et voilà, j'étais pieds nus à 5 heures du matin, en train de courir et crier dans les rues. Bon, forcément, personne n'est venu, parce que voilà, c'était très tôt. J'ai essayé de trouver refuge dans une station d'essence, et ça j'ai trouvé quand même inhumain. Ouais. Le côté humain complètement. J'ai essayé de trouver en fait une place dans cette station d'essence pour justement pouvoir me sauver. Et voilà, ils m'ont regardé droit dans les yeux, ils m'ont dit: mais écoutez madame, désolée, mais on ne peut pas vous laisser rentrer.
Et donc voilà, j'étais dehors pendant environ 1 heure jusqu'à ce qu'on vienne me chercher et en hyper vigilance parce qu'en fait voilà, il avait une voiture rouge, chose que plus tard vous allez comprendre pourquoi j'y fais référence. Mais voilà, j'étais constamment en train de scanner les alentours pour voir si il allait venir me chercher et s'il m'aurait trouvé à ce moment-là, voilà, je sais pas ce qui se serait passé. Donc voilà, j'étais dans une sensation vraiment de stress intense durant des heures en fait. Ouais, et en plus, stress intense sur des heures, sur un an de stress cumulé. Oui, voilà. Donc sur un système nerveux qui était déjà tellement sensibilisé. Mon Dieu. Donc on est venu te chercher. Ensuite, t'as réussi à récupérer tes affaires. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu là dans les jours et semaines qui ont suivi sur Oui, les alors les jours suivants, bon, j'étais en dissociation complète. Ça a été très 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 difficile parce que voilà, j'étais en hypervigilance. Même donc c'est ma mère qui est venue me chercher, donc j'habitais chez elle après ça. Et même dans la maison, je me sentais pas en sécurité. J'avais vraiment peur qu'ils viennent parce que voilà, je savais pas ce qui pouvait se passer. Et ouais, c'est encore difficile là d'en parler même après 6 ans. Même après 6 ans, après avoir fait de l'EMDR, de la thérapie, tout ça, c'est encore voilà, c'est des traumatismes qui s'ancrent vraiment et voilà. Mais voilà, j'étais vraiment en dissociation pendant très longtemps et ça a vraiment mis du temps à ce que mon système nerveux soit régulé de nouveau. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer mes affaires. Donc après ça, on était toujours en contact parce que malgré moi, j'avais toujours pas réussi à couper les ponts totalement. C'est vraiment difficile. Ouais. Parce que je sentais encore une part de responsabilité. C'est fou, mais à ce moment-là, voilà, j'avais pas encore la force de couper les ponts complètement. Mais voilà, j'avais réussi quand même de ne pas accepter de revoir cet homme parce que je savais que ce serait possible en fait qu'il réussisse à me retourner encore une fois le cerveau. Ouais, vraiment complexe. Donc ouais. Ouais, carrément. Mais de toute façon, hein, on le voit dans tous ces types de relations. C'est rare qu'au moment où on y met un terme vraiment, que ça y est, c'est terminé et qu'on passe complètement à autre chose. On n'a plus la personne dans sa vie. On a besoin, comme si on se sentait encore responsable de l'autre, ou il y a des verrous qui sont tellement ancrés à un moment donné que on se remet encore au-delà de ça en question. C'est peut-être moi qui l'ai quand même énervé parce que machin, et il y a quand même ça qui traverse l'esprit malgré tout. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui reste et c'est aussi du respect de soi, de aussi se dire non, j'ai le droit de quitter cette relation pour me respecter en fait. Et donc voilà, j'avais un stress post-traumatique vraiment vraiment très intense. Voilà, quand je me baladais dans la rue, dès que je voyais une voiture rouge, c'était la panique, vraiment la panique à bord, bien que au niveau de la forme ne ressemblait pas du tout, mais ça c'est vraiment un des éléments clés aussi du stress post-traumatique, c'est vraiment de faire des liens en fait où dès qu'il y a un petit élément déclencheur, ça te replonge en fait au même endroit. Et donc voilà, ça a été très difficile. J'ai fait beaucoup de MDR aussi pour désensibiliser justement ce trigger. Ouais, qui a marché en partie. Ouais, qui a quand même réussi à bien apaiser, calmer les choses. Ouais, vraiment. Et après, voilà, maintenant un travail de fond que tu fais depuis un moment quand même. Donc comme quoi, hein, c'est pas... Vous vous rendez compte, 1 an de relation, 6 ans de besoin, de guérison, de comprendre, d'apaiser son système nerveux vraiment, etc., etc. C'est quand même compliqué, hein, 6 années. Ouais, ça a été vraiment un travail... beaucoup de travail. Déjà, avant, ma mère est déjà dans le milieu du bien-être, etc. Donc, j'avais quand même quelques outils. Mais malgré ça, c'est vrai que ça a été vraiment... Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail derrière qui a réussi à me sortir de là. Ok, alors qu'est-ce qui, du coup,
a changé par rapport à cette photo que tu nous as donnée l'avant, donc une jeune femme qui ne sait pas trop qui elle est encore, ce qu'elle aime, qui est en recherche d'elle-même, en quête d'identité, donc avec peut-être un petit peu de manque d'assurance. Tu rencontres cet homme, il se passe tout ça, et donc du coup ensuite, à quel point ça a changé ta trajectoire, peut-être déjà à court terme après ce qui s'est passé, à moyen terme et aujourd'hui? Oui, alors à court terme, je dirais que vraiment c'est le sentiment qui a prôné après ça. Bon, il y a eu une période très difficile de peur, etc., comme j'ai mentionné auparavant. Mais il y a eu juste après ça aussi vraiment ce sentiment de je respire enfin. Enfin, je vais pouvoir m'occuper de moi aussi parce que pendant cette année, je m'occupais plus du tout de moi. Et de enfin se dire bon bah maintenant il y a autre chose devant moi parce qu'en fait à l'époque pendant cette année je me disais mais ça c'est ma vie et ça restera ainsi. Oh wow. Ouais, Ok. vraiment bloquée dans une situation où T'étais presque résignée, quoi. Ouais, je voyais juste ça et j'étais dans un brouillard mental où je faisais plus rien que j'aimais, etc. Et vraiment à m'effacer complètement. Et en fait là, je me suis dit waouh, maintenant j'ai l'opportunité en fait d'aller vers ce que j'aime et tout ça et en fait de reprendre goût à la vie parce que à ce moment-là quand on s'efface de cette façon, on n'a plus goût à la vie en fait, c'est comme si on était en pilote automatique. Ouais, carrément. Complètement. Donc en fait, c'était une grande bouffée d'air frais où je me suis dit waouh, maintenant en fait les possibilités et les opportunités devant moi sont vraiment énormes et en fait on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir vraiment dicter sa vie à un certain escient bien sûr, mais voilà, c'était vraiment cette réouverture en fait de la vie. Et aussi, la réappropriation de mon corps, parce que quand on est dissocié de cette façon-là, on n'a plus cette awareness de son corps, de qui on est, 100%. de ce qu'on aime en fait, et de en fait se réapprendre à se connaître. Ça a été aussi un cheminement, et de faire ce qu'on souhaite et pas dicté par quelqu'un d'autre. Et ça a été vraiment pour moi un moment où je me suis dit mais en fait oui j'ai l'opportunité maintenant d'être tout ce que je veux, d'être tout ce que je veux en fait. Et ça a été un peu une remise à zéro où j'ai commencé à faire un grand travail sur moi-même et à vraiment me rendre compte du pouvoir aussi du mental, de pouvoir shifter et se réguler et tout ça, et ça a été vraiment un déclic. Est-ce que, alors elle est étrange cette question parce qu'elle est extrêmement subjective, mais est-ce que tu penses que aussi jeune, parce que tu disais donc ta mère était quand même dans le bien-être, ton père est très open mind aussi, même un peu artiste, donc t'avais cet accès qui était assez facilité, l'accès à ces outils assez facilité. Est-ce que tu dirais que si t'avais pas eu cette expérience avec cet homme, cette peur immense, t'aurais eu cette même capacité à vite te prendre en main et comme tu dis à travailler sur toi, parce que finalement t'as commencé extrêmement jeune en général. On se pose pas trop ces questions-là, hein. Avant 25 ans, bof. Oui, donc je pense que vraiment cette expérience a vraiment été un catalyseur pour moi pour tout ce qui est personal growth et tout ça, de vouloir vraiment travailler sur moi. J'avais déjà auparavant un petit peu touché à ça. Ok. Mais c'est vrai que ça a vraiment été amplifié par ce moment. Ouais, ça a entériné quelque chose. Puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que tu parlais aussi de connaissance de toi. Tu dis, ok, maintenant j'apprends à me connaître, ou réapprendre. Mais bon, j'ai l'impression que avant 30 ans, on a du mal. On est encore loin d'avoir ne serait-ce qu'une petite base de ce qu'on est. Mais ouais, il y a il nous
absorbe, aspire l'identité comme ça, Mhm. et on devient l'ombre de l'identité qu'il voudrait que nous on soit. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail de reconstruction identitaire. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, etc. Et moi, je l'ai vécu plus tard que toi. Je l'ai vécu à 26 ans. Et par contre, ça a été, l'explosion, quoi. Je me suis fait tatouer de partout, percer, machin, etc. J'avais besoin de reprendre cette identité parce qu'en fait, c'est vrai que je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que j'aimais vraiment, je savais plus ce que je voulais pour moi, pour l'avenir. Et j'avais même du mal à entrepercevoir un avenir. Et tu vois, moi, ça m'a pris, je pense, 2 ou 3 ans après la rupture pour poser les choses et commencer à vraiment me questionner de qu'est-ce que je veux faire. Mhm. Et parce que pendant 8 ans, ça t'absorbe, ça t'absorbe, ça t'absorbe. Bon, moi, c'était sur long cours, toi, c'était plus condensé et plus... Oh non, j'étais un petit peu plus jeune. Mais ouais, il y a une vraie reconstruction identitaire. Et du coup, aujourd'hui, comment ça t'a donné peut-être du drive, de la motivation, de la compréhension, que ce soit sur ton plan perso, peut-être un petit peu amoureux si t'as envie de nous en parler, professionnel, comme tu veux. Oui, bah écoute, ça m'a vraiment permis, voilà, d'évoluer dans un sens où, si j'aurais pas eu cet élément déclencheur, je serais clairement pas la femme que je suis aujourd'hui. Je pense que j'aurais continué à répéter les mêmes patterns, donc dans les relations, que ce soit amoureuses ou amicales aussi. Et parce que voilà, c'est quelque chose de bien plus profond que seulement les relations amoureuses. Ça va aussi au-delà de ça. Et voilà, j'avais vraiment besoin de ce moment de rupture et de moment très difficile pour vraiment me rendre compte aussi à quel point j'étais capable en fait de passer outre de ça et de renforcer des liens avec les gens qui étaient beaucoup plus sains. Et en fait, voilà, de se relever de ça, voilà, ça a été difficile, mais ça m'a aussi vraiment donné un boost dans le cadre où ça m'a permis vraiment d'avoir envie de tout déchirer par la suite. Et voilà, l'envie aussi de se comprendre, comprendre pourquoi on est tombé sous cette emprise. Et comment ne plus accepter ça dans les prochaines relations. Et voilà, on se dit aussi que on a perdu une année. Pour moi, c'était seulement 1 an. Je sais que beaucoup de femmes, c'est des années cumulées. Ouais, c'est vrai ça. Voilà, mais ça m'a permis aussi, voilà, d'apprendre. Ça m'a renforcé. Ça a vraiment été formateur. Et oui, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que la vie s'ouvrait de nouveau, voilà, le champ des possibles et aussi en tant que femme de pouvoir créer des nouvelles choses et de se sentir vivre, d'avoir cette énergie créatrice. Et voilà, d'un point de vue personnel, ça m'a aussi appris à quel point c'est important de se respecter, de mettre ses boundaries, voilà, ses limites, et pas seulement de les mettre, mais aussi de les respecter, parce que ça, voilà, c'est une chose que beaucoup d'entre nous on fait aussi. Voilà, on dit non, je veux pas que tu fasses ci, ou j'aimerais faire ça, mais après, voilà, quelques discussions, etc. On se dit bon, peut-être que ce n'est pas si grave. Je peux aller au-delà, je peux faire ci, je peux faire ça. Une marche. Et en fait, petit à petit, ça mange vraiment de son contrôle en fait sur la situation. Et voilà, en plus en tant que femme, voilà, on a toujours cette pression de se dire bon, je dois être de telle ou telle façon, voilà, pour apaiser, nourrir, soutenir les autres. Et aussi au final cette peur de rejet, parce que quand on dit non ou quand ouais, c'est vrai. Quand on asserte quelque chose, on a peur que voilà, la personne nous rejette ou ne nous aime plus. Et c'est vraiment aller au-delà de ça et de dire que voilà, si la personne nous rejette ou ne nous aime plus alors qu'on exprime notre authenticité, c'est qu'à ce moment-là, elle est plus alignée avec où on veut aller. Ouais, il y a quelque chose qui déconne effectivement. Si la personne, tu mets tes limites, tu parles de quelque chose qui te fait mal ou quoi, et que non, c'est de ta faute, ça revient sur toi, etc. En fait, il n'y a pas d'amour dans cette relation, en tout cas à sens unique.
Ouais, oui, exactement, parce que voilà, aimer quelqu'un, c'est aussi l'accepter avec ses différends. Mmh. Et voilà, quand on est dans une relation où c'est à sens unique, ça, ça ne va pas. Et c'est surtout aussi le courage de dire, ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, surtout en tant que femme, on est Mmh. cyclique, donc on Mmh. fonctionne pas de la même façon. Ouais, c'est vrai que cette histoire de cycle, c'est un vrai sujet parce que encore une fois, on s'est inséré dans un monde qui a été fait pour être adapté pour des hommes, pour la gente masculine, et puis on a ignoré, on a nié que les besoins de la femme étaient différents, ou en tout cas on lui a demandé de faire comme si c'était pas important ou quoi, et alors que effectivement c'est à prendre en compte, et d'ailleurs ça peut faire partie des limites qu'on impose à un homme. Hein. Moi je sais que ça a été un sujet avec mon chéri qui était compliqué. C'était l'avant-règle où où je suis un peu sur les nerfs, hein, excusez-moi. Et il me disait oui, mais il faudrait que tu maîtrises ça. Et moi je lui disais mais c'est pas possible, etc. Parce que lui en fait juste sur le coup il savait pas proposer de solution immédiate, etc. Donc forcément c'était compliqué pour lui de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais au bout d'un moment je lui ai dit bah écoute en fait c'est comme ça. C'est mes limites justement, c'est-à-dire que si 2 3 jours dans le mois, alors que je fais tout pour tout le monde à la maison, que j'essaye justement d'anticiper les besoins de tout le monde, si 2 3 jours dans le mois on le fait pas pour moi, dans ce cas-là, stop quoi, on vit plus ensemble, enfin parce que j'ai besoin aussi de ces moments-là. Donc ouais, t'as raison de souligner que en plus de ça, on est cyclique, on a du coup une psychologie différente de celle de l'homme puisqu'elle est aussi drivée par nos hormones et par justement toutes les variations qu'on va avoir. Donc ouais, effectivement, c'est une bonne idée d'avoir évoqué les cycles. Oui, voilà. Et puis, je pense que c'est aussi important et il faut qu'on se rappelle qu'on ne peut pas puiser dans un puits à sec. Donc Mmh. voilà, surtout en tant que femme, il faut vraiment prendre le temps, surtout voilà avant les règles, de se dire ben c'est ok en fait de prendre du temps pour soi et voilà parce que sinon on peut pas être toujours go 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 sans avoir d'énergie en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Donc voilà, et puis ouais, quand on est dans une relation, il y a aussi des red flags à, je pense, ne pas négliger. Et Mmh. en tant que femme, on a une très bonne intuition souvent là-dessus. Et au fond de nous, on en est consciente. Et c'est vraiment cette petite voix qu'il faut écouter quand on sent que on est testé ou quand il y a quelque chose qui se passe qui a qui nous fait du mal ou Ouais, on qui nous se mettre sent en en fait insécurité, qui ouais. nous Mmh. mettent en insécurité et où on se sent en fait vraiment de l'intérieur un- notre système nerveux est très réactif. C'est en fait ces petits c'est le corps qui vraiment nous dit ah là il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait et c'est vraiment écouter ça et pas passer au-delà parce que ça c'est vraiment des petits éléments qui sont tellement importants pour jauger en fait à où on en est. Ouais, c'est les éléments les plus archaïques quand ça vient du corps. Il y a d'ailleurs pas mal de psy, thérapeutes, et cetera, qui disent que, tu sais, les fameux papillons dans le ventre, Mmh. que, ce serait pas finalement un vrai Ouais. signe de «Ah, je suis amoureux ou amoureuse», et cetera. Ce serait peut-être du ressort de «OK, il y a quelque chose qui nous fait nous sentir mal à l'aise plutôt», et qu'on aurait Mmh mh. attribué ça, à de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on nous a biberonnés au film hollywoodien où «Ah, quand j'ai les petits papillons dans le ventre», et cetera, c'est probablement de l'amour. Alors oui, de la passion, mais souvent de la passion destructrice. Mais c'est vrai qu'il y en a plein, des signes physiologiques. T'as raison, et il faut qu'on les écoute. Ouais, ouais, c'est vraiment important de se sentir en sécurité en fait et de se sentir régulé. Après, je dis pas que voilà, il y a des hauts et des bas parce que ben voilà, dans une relation, c'est deux personnes qui ont des besoins différents Mmh. aussi. Donc voilà, ça va pas dans un sens non plus. Il y a quelques compromis à faire, voilà, parce que l'autre personne est différente. Donc ça, il y a aucun souci là-dessus. Mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à Mmh. un certain point où ça devient plus justement de l'amour et du soutien, mais où on doit laisser une part de soi-même et ça
c'est une ligne qu'il faut pas traverser parce qu'en fait, c'est très dur de retourner en arrière par la suite. Ouais, laisser une part de soi-même, t'as vraiment raison. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut faire partie des red flags à partir du moment où le mouvement intérieur qu'on doit faire, donc cette fameuse concession, elle paraît disproportionnée par rapport à la durée de la relation. Quand on demande beaucoup, beaucoup tout de suite, peut-être que c'est un red flag. Ouais, ça peut être tellement de situations, j'en ai pas tout de suite en tête, mais ouais, effectivement. Donc si on est en face de quelqu'un qui veut commencer à nous modeler, à dire ah tiens, ça tu fais ça toi. Oh, je pensais pas que tu faisais ça. Ou un exemple tout bête parce que c'est vraiment l'un des exemples que je préfère parce que je l'ai retrouvé dans tellement de personnes que j'accompagne, de femmes, c'est la cigarette. Ils rencontrent la femme, elle fume, elle est fumeuse, et puis c'est pas un souci, en tout cas pas un souci évoqué sur le moment, et puis ils se mettent avec elle, et puis ensuite ils commencent à dire ouais mais bon tu fumes, c'est chiant, etc. Mais une fois que la nana elle est quand même amoureuse, une fois qu'elle s'est attachée, et du coup ils vont commencer à retirer des choses comme ça, et je trouve que celui de la cigarette il est vraiment criant parce que il arrive dans beaucoup de couples. Ce n'est pas un red flag en soi, attention, c'est vraiment accroché à plein d'autres choses, mais je trouve ça toujours très particulier que quand on a connu une personne à un instant T, dans un certain état d'être, pourquoi voudrait-on la changer? Si elle nous a plu à ce moment-là comme ça, c'est pas pour la prendre et dire ah bah tiens je vais te façonner exactement comme moi je voudrais que tu sois, etc. Non, là à partir de ce moment-là, ça c'est un red flag. Ouais, je suis d'accord. Et puis oui, à ce moment-là, c'est aussi à nous de dire non. Et voilà. Et si la personne n'accepte pas, c'est tant pis. Et d'avoir la force aussi de dire bon je risque peut-être de perdre cette personne, mais au moins je me perds pas moi-même. Ouais. Et c'est vraiment tellement important de garder son authenticité dans les relations parce qu'en fait, sinon on devient vraiment une autre personne, comme tu dis, façonnée par l'autre. Et ça, c'est un des très grands risques. Ah bah ça te conduit à la dépression. Je pense que de toute façon, quand tu t'adaptes complètement à quelqu'un d'autre ou à plein de personnes, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, on va s'hyper adapter à tout le monde autour de nous, à nos environnements et tout, au bout d'un moment, encore une fois, je reviens sur cette histoire d'identité, on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus ce qu'on aime. Si on sait plus toutes ces parts de notre identité, où est le sens? Donc quand on perd la tête, etc., il y a plus de sens à tout ça, il y a plus de qu'est-ce qu'on fait si ça nous stimule pas, si ça nous porte pas ce qu'on fait. Et effectivement, si ce sont les désirs, les projections, les injonctions de quelqu'un d'autre, et que ce soit un partenaire amoureux, un ami ou même un parent, en fait, on va forcément s'y perdre. Mais peut-être que on a besoin de se perdre au moins une fois pour qu'au moment où justement on va se retrouver, on se dise ah non, il y aura pas une deuxième fois. Parce que quand on a, tu sais, quelque chose d'un peu initial comme ça, donner ce cadeau, peut-être qu'il va falloir qu'on nous le retire pendant un temps pour qu'on réagisse. Oui, pour qu'on se rende compte de la différence, non, c'est clair. Et puis je pense que toutes les femmes aussi qui vivent des relations qui sont comme ça un peu manipulatrices, etc., jusqu'à un certain escient, mais après il y a aussi certaines choses qui ne sont pas dramatiques, mais c'est vraiment aussi de reprendre le pouvoir en fait petit à petit. Donc c'est pas simplement faire le grand geste de dire voilà je finis la relation ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de pouvoir en fait reprendre le pouvoir petit à petit. Sur vraiment des petites choses où là j'ai l'impression qu'on me teste, donc je vais essayer de dire non et en fait s'asseoir dans cet inconfort parce que après avoir dit non à la personne ou après avoir dit par exemple non j'aimerais rester à la maison, je ne veux pas aller faire X ou Y, et il y a un petit moment d'inconfort où on se dit mince, comment la personne va réagir, et c'est vraiment d'accepter d'être dans cet inconfort. Et après, en fait, il y a vraiment ce sentiment de pouvoir qui vient par la suite, parce qu'on voit que, en fait, il y a pas mort d'homme, il y a rien qui se passe. Et c'est vraiment petit à petit, essayer de dire non, sur des petites choses, en fait. Pas forcément des grandes choses tout de suite, parce que ça demande beaucoup de courage pour certaines femmes et certaines personnes, mais vraiment d'essayer lorsqu'il y a ce sentiment où on a l'impression que nos boundaries et nos limites sont testées, de mettre un stop et de voir ce qui se passe en fait. Et c'est en fait d'apprendre à son système nerveux
que le fait de dire non ou le fait de se respecter ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose de très grave derrière. Parce qu'en fait, le souci, c'est que le système nerveux se dit, il y aura danger, en fait, là. Ouais. Si je refuse, si je me conforme pas, si je m'adapte pas, là, je risque, je rentre en mise en danger. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais, t'as raison, c'est un vrai travail de recalibration. Ouais, comme tu dis, à dose titrée, c'est-à-dire petit peu par petit peu, elle a tellement raison, Tony. C'est ne pas se mettre de grands défis tout de suite, et puis aussi essayer d'exécuter ça dès le début de la relation. Ah finalement. oui, totalement, ouais. Parce que là, ça donne quand même de sacrés indicateurs. Si l'autre s'énerve, vous fait la gueule, ou etc., la punition du silence et tout, parce qu'on a mis une limite qui n'est pas négociable. On va faire attention quand même. Ouais, ça c'est vraiment des indicateurs et oui, vraiment de tester ça aussi rapidement que possible et voir comment la personne agit en face. Ouais, vraiment. Et toi, combien de temps ça t'a mis de bien vouloir être de nouveau en couple, de bien vouloir refaire confiance à un homme, tout ça? Oui, donc j'étais célibataire pendant 4 ans après ça. J'avais très très peur de l'engagement. J'ai eu des histoires, tout ça, mais dès que ça commençait à devenir un petit peu plus sérieux, en fait, j'avais l'impression que l'étau se refermait et que je perdais vraiment cette liberté et que j'allais de nouveau être emprisonnée, et qu'on allait me moduler de nouveau. Et donc ça a vraiment mis du temps. Et aussi, il a fallu que ce soit la bonne personne, parce que à ce moment-là, j'avais vraiment des attentes très élevées, pour l'homme qui rentrerait de nouveau dans ma vie, parce que j'avais encore des blessures au niveau du masculin qui étaient vraiment très très difficiles. Je voyais des red flags de partout qui n'en étaient pas forcément. Et on se méfie, on se protège comme on peut. Oui. Non, c'est vraiment, et ça c'est aussi un travail à faire parce que parfois la personne n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais vu qu'on est tellement à vif, on va les maladresses, énormément, et on va très vite réagir en se fermant, en vraiment. C'est vraiment un travail à faire aussi pour par la suite ouvrir la porte en fait à des hommes qui ont des bonnes intentions et qui veulent nous faire du bien. Et c'est vrai que aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un qui m'a permis de guérir beaucoup de ces blessures, parce que je pense que c'est un travail qui doit être fait aussi à deux. Certaines choses doivent être faites à deux, vraiment dans la dynamique de couple 100%. Et dans la dynamique relationnelle. Et ça a vraiment demandé à ce que je me respecte moi en premier, parce que on apprend aussi à l'autre comment nous traiter. Et si on se respecte pas soi-même, c'est aussi un indicateur qui dit à l'autre que il y a des choses qui peut se permettre. Donc de trouver quelqu'un vraiment qui me respecte et accepte mes limites sans essayer de les pousser ou de les changer. Ça a vraiment été une très très belle expérience de vie. Ça a mis beaucoup de temps même au sein de la relation à vraiment accepter ça aussi, accepter qu'on me traite bien, sans qu'il y ait forcément quelque chose derrière, ou parce qu'en fait on a toujours l'impression que c'est trop beau pour être vrai, ou qu'il y a des choses qui vont se passer, ou qu'on va être déçu. Et donc c'est aussi ce shift en fait d'accepter d'être vulnérable envers l'autre, et ouvrir ses émotions, dire comment on se sent. Bien sûr avec la bonne personne, parce que si on s'ouvre de nouveau et que ça peut être un nouveau piège. Exactement. Donc c'est un travail qu'on peut vraiment faire ensemble avec la bonne personne, où il y a vraiment cette dynamique de uplift, et ça peut vraiment être quelque chose de très beau aussi. Et vous voyez, les baddies, parfois ça prend vraiment des années à pouvoir
ici, retester le cadre relationnel, parce qu'ici, on parle vraiment de traumatisme, de trauma relationnel. Donc là, il y a vraiment, ok, comment je fais pour me réouvrir? Et je connais beaucoup de baddies qui sont dans cette situation en mode, ah ouais, mais je vais trouver personne parce qu'il y a cette hyper exigence qui arrive, mais elle est tellement normale, on a besoin de se surprotéger. Et comme tu dis, si on se dit, et si jamais je retombe là-dedans, tellement dur d'en sortir, ça fait tellement mal. Et encore une fois, là, on voit, il a fallu 4 ans. 4 ans, et dans ta relation, avec une phase de test et d'amorçage quand même au début, qui était pas du tout chaotique, mais qui demandait une énorme remise en question. Et donc, il a fallu un peu plus de 4 ans finalement pour que tu lâches complètement la bride, pour que tu sois dans le lâcher prise, et que là, ça y est, tu profites vraiment de cette relation. Ouais. Oui, et puis un engagement aussi, tu vois, c'est vraiment le fait de sentir un certain engagement et voilà, de se lier à une personne en particulier. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi difficile, parce que pour moi, en fait, c'était vraiment se lier à une personne. Ça équivaut à être emprisonné, et d'accepter en fait que tu peux aussi être libre d'être toi-même et de faire les choses dont tu as envie, sans forcément être célibataire, quoi. Oui. Oui, t'es pas obligé d'être seule. Oui, mais ça, c'est vrai. Et moi, je le découvre là maintenant, à 33 ans, depuis quelques temps, en mode non, je peux justement, là, comme je suis ici à Barcelone avec toi, je suis partie en Thaïlande avec une de mes copines il y a quelques mois. Et en fait, tu peux avoir la même surface de liberté sans que on te crie de reproches, sans qu'on te fasse du mal, etc., etc. C'est possible. Mais c'est vrai que quand t'as été biberonné à ça, t'as l'impression que tu pourras faire ça que si t'es célibataire et donc non engagé avec quelqu'un. Ouais, c'est clair. Mais ça, ouais, je te comprends vraiment. Super. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil pour nos baddies? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Écoute, déjà, merci beaucoup d'avoir eu l'opportunité d'être sur ce podcast. Merci à toi d'être venue. C'est vraiment super, de pouvoir réfléchir aussi sur des éléments profonds comme ça. Et à toutes les femmes qui sont dans ce type de situation ou qui ont vécu ce type de situation, il y a une lumière au fond du tunnel, et il y a la possibilité de s'en sortir. Et c'est très difficile, mais au bout, il y a vraiment quelque chose de très beau, et si on arrive à passer au-delà, c'est vraiment transformateur. Ouais, c'est vrai, t'as raison, 100%. Et c'est le message que, en fait, beaucoup de mes invités veulent dire, et ça a été dit aussi dans les 2 précédents podcasts, c'est toujours ça. Il y a de la lumière, on peut s'en sortir, on peut faire mieux, etc. Et c'est carrément la raison d'être de ce podcast, c'est de montrer vos beaux parcours, aujourd'hui beaux parcours, et que, que aujourd'hui on pourrait voir comme une femme épanouie, qui est dans sa force, qui est dans sa puissance, etc. Peut-être qu'à un moment donné, elle a été dans une situation d'extrême vulnérabilité, voire de faiblesse, qu'elle a pu être blessée, meurtrie profondément, et que pour autant, la vie continue, que pour autant, on peut avoir plein de projets, que pour autant, on peut devenir la femme qu'on a envie d'être, et que pour autant, on peut avoir une relation saine, sécurisante, et où on peut lâcher prise en tant que femme. Voilà mes baddies, merci encore Tony, c'était trop cool de parler de ça avec toi. Aude. Bravo, parce que c'était pas un sujet facile, je tiens à le dire. Moi j'ai vu les émotions, peut-être que vous les entendrez dans la voix, mais voilà, c'est encore avec plein d'authenticité. De toute façon, j'en attendais pas le moins de Tony, mais elle s'est vraiment ouverte, et franchement bravo à toi. Merci à toi. À très bientôt mes baddies pour la semaine prochaine, le 4e épisode de ce podcast. Je vous embrasse et envoyez ça aux autres baddies à qui ça pourrait servir. À bientôt. Bye. On se sait